On a parfois l'impression que le phénomène de haine médiatique contre les femmes puissantes est un phénomène assez moderne, qu'elle est née avec les réseaux sociaux, les plateaux télé, les débats en ligne, les vidéos je réponds à vos questions et les captures d'écran qui tournent en boucle. On se dit que c'est un produit du numérique, de la viralité, que tout ça c'est des histoires d'algorithmes et qu'avant Twitter, ça existait pas forcément. Bah non, on s'acharnait pas collectivement sur des femmes. Eh bien je suis au regret de vous annoncer que ce phénomène est loin d'être récent puisque déjà au 19e siècle, une femme en a été victime. Une autrice cristallisait les mêmes obsessions. Elle vendait énormément de livres, elle prenait la parole sur des sujets politiques, alors que normalement à l'époque les femmes elles étaient exclues de tout ça. Elle menait sa vie amoureuse de manière complètement libre, construisait son autonomie financière par l'écriture et se déplaçait même dans l'espace public en pantalon. Et ouais, rien que ça. Alors autant vous dire qu'elle cochait toutes les cases pour qu'on l'adore et qu'on la déteste en même temps, et cette autrice, c'est George Sand. Bonjour et bienvenue, ici votre beau vieux Jeannot. Aujourd'hui, on va prendre le temps, puisque George Sand, c'est pas seulement un personnage littéraire un peu poussiéreux qu'on trouve dans les manuels scolaires. C'est pas juste la dame en pantalon qui sortait avec Chopin. Non, y a plus à l'histoire. C'est pas juste un pseudonyme masculin et un portrait sévèrement accroché dans une salle de classe. C'est une femme qui a occupé l'espace public comme peu de femmes avant elle. Et occuper l'espace public, ça a un prix. Plus je travaillais sur cet épisode, et plus je me suis rendu compte qu'on avait une vision hyper édulcorée de son histoire. On nous parle de pionnières, d'autrices prolifiques, de femmes en avance sur son temps. Alors tout ça c'est vrai, mais on a aussi oublié de dire à quel point elle pouvait être clivante. On oublie les caricatures, les attaques et surtout la violence symbolique permanente qui entourait chacune de ses prises de parole. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, elle est un peu piquante, un peu provocante. Est-ce que George Sand ne serait pas la première femme cancel de l'histoire? Pas au sens numérique du terme, attention, elle a jamais posté un truc en mode désolé, je vous ai blessé, ce genre de choses. Personne n'a jamais lancé le hashtag #SandIsOverParty, pas à ma connaissance en tout cas, mais au sens d'une mise au pilori médiatique, d'une surveillance constante de sa vie privée, d'une réduction de son œuvre et de sa moralité, on est sur des mécanismes étonnamment familiers. Et plus on avance dans son parcours, et plus ça devient inconfortable. Puisque ce que lui reproche son époque, c'est exactement ce qu'on reproche aux femmes aujourd'hui qui réussissent un peu trop bien, et qui prennent un peu trop de place. Avant d'être un scandale médiatique, George Sand est d'abord une travailleuse. Et ça peut paraître évident dit comme ça, mais c'est essentiel de commencer par là parce qu'on a souvent tendance à raconter sa vie à l'envers. Comme si on commençait sa biographie par les dramas Wikipédia avant de parler véritablement de sa vie. On réduit souvent George Sand à quelques images un peu rapides. Le pantalon, Chopin, le pseudonyme masculin. Comme si ces éléments suffisaient à résumer toute sa trajectoire. Et on a presque oublié qu'avant d'être cette figure publique assez inflammable, George Sand c'est une autrice hyper prolifique. George Sand naît Aurore Dupin le 1er juillet 1804 à Paris. Et dès l'enfance, il y a ce double ancrage qui va structurer toute sa vision du monde. D'un côté, un héritage aristocratique par son père, officier dans l'armée napoléenne, de l'autre, le Berry, la campagne, la maison de Nohant où elle a grandi une grande partie du temps. Et Nohant, il faut s'y arrêter un peu puisque dans l'imaginaire collectif, c'est devenu une véritable carte postale. On imagine la grande maison, les volets, les arbres, la dame qui écrit dans un fauteuil en velours avec un chat sur les genoux. Version cottagecore avant l'heure. Sauf qu'au lieu de faire du pain au levain, on discute de révolution sociale et aussi de conditions paysannes. On visualise presque le filtre Instagram avant l'arrivée de la photographie. Sauf que si on enlève le filtre sépiant, Nohant, c'est beaucoup plus politique que ça. C'est un lieu où circulent les idées, où l'on reçoit des artistes, des musiciens, des écrivains, où l'on parle de littérature, mais aussi de société, de classe sociale, de conditions de vie. Un endroit où l'on observe la réalité rurale, pas seulement comme un décor romantique, mais comme matière sociale. Et ça va irriguer toute son œuvre. Parce que Sand n'écrit pas seulement des intrigues sentimentales, elle écrit aussi le monde paysan, la dignité des classes populaires, les rapports de domination. Autrement dit, dès le départ, sa littérature est traversée par le social. Très tôt, Aurore écrit. Mais surtout, très tôt, elle veut être publiée. Elle veut pas seulement écrire pour elle ou dans un journal secret. Non, pour elle, il faut être publié. C'est important. Écrire, c'est une chose, être lu, c'en est une autre. Elle veut rentrer dans le circuit, ce qui, pour une femme à l'époque, relève presque de l'infiltration professionnelle. Et là, il faut imaginer ce que ça signifie au début du 19e siècle. Parce que la littérature est déjà un marché très structuré. Il y a des éditeurs, des journaux, des feuilletons, des contrats, des tirages, et une femme qui arrive dans cet espace n'arrive pas à égalité. Elle arrive avec deux soupçons collés à la peau. Le soupçon esthétique, on doute de sa capacité à produire une œuvre sérieuse, mais aussi le soupçon moral. Une femme qui publie expose sa vie, son intimité, sa respectabilité. Autrement dit, écrire publiquement, c'est sortir du cadre. En 1832, elle publie Indiana sous le pseudonyme George Sand. Une stratégie éditoriale redoutable, même si le secret ne tiendra pas très longtemps, parce que les milieux littéraires adorent les révélations, presque autant que les romans. Il facilite la publication, mais il permet aussi de décaler la lecture. Le texte arrive avant le genre de
l'autrice. Même si, très vite, l'identité circule. Et Indiana, ce n'est pas un roman neutre. C'est un texte qui attaque frontalement l'institution du mariage, qui raconte l'enfermement d'une femme dans une relation qui l'étouffe et qui interroge la domination conjugale. Autrement dit, dès son arrivée dans la littérature, George Sand, elle choisit pas du tout le confort. Non, flemme. Puis les livres s'enchaînent, à une vitesse impressionnante. Valentine, la même année, Lélia en 1833, Mauprat en 1837, puis Consuelo dans les années 1840. Elle écrit vite, beaucoup, dans plusieurs registres. Et ce qui me frappe en lisant ses correspondances, c'est qu'elle est lucide sur le fait que l'écriture, c'est aussi un travail matériel. Dans ses lettres, éditées en 25 volumes, on ne trouve pas seulement des élans lyriques. On trouve des discussions d'argent, de délai, de fatigue, de négociations éditoriales. Même nos groupes WhatsApp les plus actifs n'ont pas ce niveau de productivité. Et heureusement que les vocaux n'existaient pas à l'époque, je suis sûre que ce serait le genre de personne qui enverrait des petits podcasts de 10-20 minutes, comme ça m'arrive de le faire. On voit une femme qui planifie ses publications, qui calcule ses revenus, qui doit financer sa maison, soutenir ses proches, organiser sa vie autour de sa production littéraire. C'est presque une chef d'entreprise de l'écriture. Et ça casse complètement l'image de l'autrice qui écrivait juste ce qui lui passait par le cœur. Sand, c'est aussi quelqu'un qui comprend le marché, qui comprend la presse, qui comprend comment un nom circule et comment une réputation, ça se fabrique. Et c'est hyper important pour la suite parce que le scandale qui va l'entourer, eh bien, il arrive pas par hasard. Il arrive parce qu'elle occupe l'espace. Une femme qui publie un livre peut être tolérée. Une femme qui publie beaucoup, qui gagne sa vie et qui devient visible, qui pèse dans le champ littéraire, là, ça devient un problème public. Plus elle travaille, plus elle existe, et plus elle existe, plus on la regarde. Et à partir de là, sa carrière ne sera plus seulement littéraire. Elle sera littéraire sous surveillance. Alors évidemment, à un moment, il faut qu'on parle du pantalon, et ça va être maintenant. Parce que c'est devenu le détail que l'on retient sur George Sand. On se dit souvent, George Sand, ah oui, c'est la femme qui portait des pantalons et qui fumait des cigares. C'est fou d'ailleurs qu'on arrive toujours à réduire des femmes complexes à un accessoire. Ce qu'elle porte, comment elle se coiffe, son apparence quoi. Et chez elle, c'est le pantalon. Mais dans un contexte beaucoup moins folklorique que ce que l'on peut imaginer. En 1800, une ordonnance de police interdit aux femmes de porter un vêtement masculin sans autorisation administrative. Oui, une autorisation administrative. Pour un pantalon. Imaginez aujourd'hui devoir faire un dossier CERFA pour porter un jean. Ça n'a aucun sens. George Sand demande cette autorisation dans les années 1830. Et elle l'obtient. Et là, je sais qu'on a envie d'en faire une héroïne punk avant l'heure qui défie le système en claquant la porte. Mais en réalité, c'est beaucoup plus stratégique. Le pantalon lui permet de rentrer dans les bibliothèques sans attirer tous les regards. Elle peut fréquenter des théâtres, certains cercles politiques et plus largement circuler tranquillement dans Paris sans qu'on vienne l'emmerder. Pardon pour les gros mots. C'est un outil d'autonomie. Un passe Navigo patriarcal en quelque sorte. Sauf que ce passe Navigo, il attire l'attention. Parce qu'une femme en pantalon dans le Paris du 19e siècle, c'est pas discret, c'est pas très neutre. C'est un événement et la presse, elle adore les événements. Des journaux comme La Caricature ou le Charivari publient des dessins qui jouent sur son genre, sur son costume, sur sa silhouette. On exagère ses traits, on la masculinise. On la transforme presque en créature hybride. À 2 caricatures près, elle finissait en centaure avec un cigare. Rien que ça. La caricature n'est pas juste drôle, c'est politique. C'est une manière de dire « Regardez cette femme qui brouille les frontières. Regardez cette femme qui ne reste pas à sa place. » Et très vite, on parle plus de son pantalon plutôt que de ses romans. L'image précède l'œuvre. L'attention médiatique se déplace de ses textes vers son apparence, sa tenue, son allure, sa voix, autant de détails qui deviennent plus discutés que ses idées. Et bien évidemment, on évite soigneusement de discuter le fond. Comme si débattre d'un ourlet était plus confortable que de débattre de ses livres et de leur impact dans le monde littéraire. Et là, soyons honnêtes 2 secondes. On a l'impression que de commenter la tenue d'une femme, c'est une invention des réseaux sociaux. Spoiler, c'est pas le cas. C'est plutôt un sport historique. Les historiens de la presse montrent que les femmes publiques sont traitées différemment. Leur apparence devient un argument. Leur corps devient une preuve, comme si porter un pantalon invalidait automatiquement une pensée politique. Chez Sand, le vêtement devient un raccourci moral. On suggère qu'elle brouille la nature, qu'elle transgresse l'ordre et menace l'équilibre social. Oui, tout ça, juste avec un pantalon. Alors franchement, il doit être bien fragile le patriarcat s'il faut seulement ça pour le faire trembler. Mais évidemment, c'est pas juste un pantalon. C'est le symbole d'une femme qui circule librement. Et une femme qui circule librement au 19e siècle, c'est déjà un problème. Parce qu'évidemment, le pantalon ne suffisait pas. Ben non. Le simple fait qu'elle écrive, qu'elle gagne sa vie par ce travail et qu'elle circule librement dans l'espace public suffit déjà à la rendre profondément dérangeante. Déjà ça agace. Mais alors, une femme qui aime librement, mais là on passe à un niveau, c'est trop. En termes de crispation sociale, on est au max. George Sand, elle ne vit pas ses relations amoureuses dans la discrétion. Elle aime intensément, elle vit des passions, elle partage des moments de création, de voyage, de rupture, et très vite, sa vie amoureuse devient un spectacle public. Et ça commence avec Alfred de Musset. Leur relation débute en 1833. Très vite, ils deviennent un couple fascinant pour leur époque. 2 artistes, 2 tempéraments, 2 égos. Ils voyagent ensemble, notamment à Venise, et ce séjour va devenir presque mythologique dans la mémoire collective. Parce qu'évidemment, ils écrivent. Et pas seulement, sinon c'est pas drôle.
drôle. C'est un vrai couple people. Ils se disputent, ils se déchirent et puis ils se rabibochent. Un contenu parfait pour la presse et les récits littéraires. S'ils avaient vécu à notre époque, les paparazzis les auraient pas lâchés, ça c'est sûr et certain. Sauf que ce qui est frappant, c'est l'asymétrie du regard posé sur eux. Musset reste le poète romantique torturé, sublime dans sa souffrance. Il est la figure du génie qui aime trop fort. Sand, elle, devient une femme excessive, envahissante, qui épuise et bien sûr qui domine. Même histoire, deux lectures différentes. Puis arrive Frédéric Chopin à partir de 1838. Et là encore, le récit médiatique s'emballe. Leur séjour à Majorque devient une sorte de légende romantique entre création musicale, maladie, isolement, climat hostile, tuberculose et partition écrite dans la douleur. Chopin devient le génie fragile. Sand devient la gestionnaire, la protectrice. Parfois même, dans certains récits, la figure presque autoritaire qui organisait tout, contrôlait tout. On projette sur elle une responsabilité émotionnelle totale. Moi je parlerais plutôt de charge mentale, mais après chacun sa lecture, hein. Comme si aimer un artiste malade impliquait de porter toute la charge dramatique du couple. Et c'est là qu'on voit apparaître un phénomène très moderne. La vie privée contamine la réception de l'œuvre. Le débat public se déplace progressivement de ses textes vers sa vie privée. Ses amours, ses ruptures, ses disputes. Tout ça, ça occupe l'espace médiatique. Bien plus que ses livres, malheureusement. Comme si chacun de ses romans, ça devenait un peu un sous-produit de sa vie sentimentale. Je pense que si elle était de notre époque, elle aurait été traitée comme les créatrices de contenu qui publient des bouquins. Vous voyez un peu l'idée ? Elle écrit un texte intense, forcément, ça a été inspiré par un amant. Elle décrit une passion. C'est forcément autobiographique. Elle écrit un roman sombre. Oh, elle doit avoir une crise vraiment sombre en ce moment dans sa vie. Elle vit littéralement dans une fanfiction écrite par la presse de son époque. Et là encore, c'est très difficile de pas comparer avec notre époque. Combien de femmes, d'artistes, de créatrices voient leur métier analysé selon leur couple, à travers leur ex, à travers leurs relations. Comme si la légitimité artistique d'une femme passait obligatoirement par la transparence sentimentale. Chez Sand, ce phénomène est massif. Sa vie devient un feuilleton parallèle à son œuvre. On attend ses livres, mais on attend aussi ses ruptures. Et bah super, ça fait plaisir. On commande ses publications, mais on commande surtout ses passions. Il y a déjà quelque chose de l'ordre du parasocial qui est très fort entre George Sand et les personnes qui la lisent. Et ce regard permanent transforme peu à peu son image publique. Elle n'est plus seulement une autrice, elle devient un personnage social. Une figure romanesque que l'on observe vivre autant qu'on aime la lire. D'ailleurs, pour mes futurs bacheliers et bachelières qui sont en train d'étudier On badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, je vous en ferai bientôt une vidéo. Et bien sachez que c'est très inspiré des correspondances entre Alfred de Musset et George Sand, et il y a des passages assez olé olé quand même dans ces correspondances. Je vous invite à regarder tout ça. Jusque-là, on peut dire que George Sand, elle scandalise dans des zones où elle sait encore gérer à peu près au niveau de la société. Elle agace, mais dans des registres que la société sait encore classer sans déclencher d'alerte générale. Elle écrit énormément, mène sa vie sentimentale librement et s'habille comme elle veut. Autant dire qu'elle coche déjà pas mal de cases du bingo de la femme inquiétante du 19e siècle. C'est irritant, mais ça reste du domaine social, du domaine mondain, c'est commentable, mais c'est pas condamnable. Puis arrive 1848. En février 1848, la monarchie de Juillet s'effondre. Paris est en ébullition. Barricades, journaux, discours, proclamations, la ville devient presque un plateau d'actualité permanent avant l'invention de la télévision. La République est proclamée. Et là, Sand ne reste pas à Nohant à regarder ça de loin avec ses jumelles littéraires. Elle ne fait pas de live reaction depuis sa campagne, non, elle décide de prendre le train en marche. Elle participe à la rédaction des bulletins de la République, publiés par le gouvernement provisoire. Des textes destinés à informer, à mobiliser, à défendre une certaine vision du projet républicain. Et attention, on ne parle pas seulement de tribunes littéraires, on parle de textes politiques. Sand y défend une république sociale, attentive au peuple, à l'éducation, aux classes populaires. Elle prend position dans le débat public. Et là, quelque chose se fissure sur le regard qui est posé sur elle. Parce qu'une femme qui écrit des romans, on peut la caricaturer, se moquer gentiment. Même si bon, gentiment, à vous de me le dire, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais une femme qui écrit des textes politiques, ça devient beaucoup plus inflammable. Elle n'est plus seulement une autrice visible, elle devient une femme qui parle de pouvoir. Et la presse conservatrice s'empare immédiatement du sujet. Les attaques changent de nature. On ne critique plus seulement son style ou ses intrigues. On parle de sa légitimité à intervenir dans la sphère politique. On parle d'une femme hors de sa place, d'une autrice manipulée, d'une figure hystérique qui menacerait l'ordre social. Ah, la fameuse insulte de la femme hystérique, ça faisait longtemps. Le vocabulaire est genré, violent et parfois méprisant. Sexiste même, on peut le dire. Oui, c'est tout à fait sexiste. Et là, on comprend que le problème n'est plus seulement moral, il est politique. Son autonomie économique, sa manière de s'habiller et sa liberté sentimentale ne sont pas des détails. Ce sont autant de transgressions qui, mises bout à bout, la rendent difficilement acceptable pour une partie de l'opinion. Mais une femme qui écrit pour la République, là, on franchit une ligne rouge symbolique. Parce que ce qu'elle incarne, ce n'est plus seulement une liberté individuelle. C'est la possibilité qu'une femme participe à la construction d'un monde commun. Et pour une partie de la presse et de l'opinion, c'est beaucoup plus menaçant qu'un cigare ou qu'un amant musicien. À partir de ce moment-là, tout ce qu'elle fait va être surinterprété politiquement. Elle devient une figure complètement inflammable. Une femme dont la parole circule dans un espace que beaucoup estiment ne plus lui appartenir. Et ce moment de 1848 agit comme une sorte de révélateur. Il montre que le scandale de Sand n'est pas seulement un scandale des mœurs. C'est un scandale de place. La place qu'elle prend, qu'elle revendique et surtout qu'elle refuse de quitter.
Ce qui est frappant avec George Sand, avec tout ce bruit médiatique, c'est que malgré tout, elle n'arrête pas d'écrire. Elle écrit tout le temps, beaucoup et sur la durée. Sa correspondance, éditée en 25 volumes, permet de voir une autre facette de sa trajectoire, beaucoup moins romantique que l'image qu'on en garde. On y découvre une femme qui parle d'argent, de dettes, de délais d'impression, de négociations avec les éditeurs, de fatigue physique, de toute la matérialité d'un travail littéraire exercé à plein temps. Oui, à notre époque, on pourrait dire qu'elle a fait un burn-out, notre George Sand, très clairement. Sand ne se contente pas d'écrire par inspiration, elle organise sa production, planifie ses publications, vit des revenus qu'elle en tire. Autrement dit, la liberté qu'elle incarne n'est pas seulement morale ou amoureuse, elle est aussi économique. Et ça, pour le 19e siècle, c'est profondément subversif. Une femme qui vide sa plume échappe au circuit traditionnel de dépendance. Elle construit sa propre autonomie, ce qui nourrit autant l'admiration que l'hostilité. Parce qu'au fond, ce que son époque regarde avec suspicion, ce n'est pas seulement ce qu'elle écrit, c'est le fait qu'elle ait réussi à exister matériellement hors des cadres attendus. Une sorte d'entreprise littéraire à elle seule. Sans service compta, sans attaché de presse et sans community manager pour gérer les dramas. La communication de crise, elle doit tout faire elle-même. Alors évidemment, utiliser le mot cancel pour parler d'une chose qui s'est passée au 19e siècle, c'est un peu anachronique. Personne n'a tenté de faire disparaître George Sand des librairies. Elle n'a jamais été interdite durablement. Elle n'a pas non plus disparu du paysage culturel. Mais si on regarde les mécanismes, les réflexes médiatiques, les obsessions collectives, quelque chose résonne très fort avec notre présent. George Sand vit sous surveillance morale constante. Et cette surveillance coexiste avec un succès immense, elle vend énormément et est lue partout dans l'Europe. L'autrice y est incontournable. Elle est admirée et profondément détestée. Plus elle est visible, plus elle agace. Plus elle agace, plus on parle d'elle. Et plus on parle d'elle, plus elle est visible. C'est quand même assez jouissif. C'est une boucle médiatique comme on les connaît très bien aujourd'hui. La visibilité nourrit la critique. On dit souvent qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, je me demande bien ce que George Sand en aurait pensé. Et dans cette boucle, il devient très difficile de séparer la femme de l'autrice. D'habitude, je dis qu'il vaut mieux séparer l'œuvre de l'autrice, mais bon, là peut-être fallait un peu lui lâcher la veste. Son œuvre est lue à travers sa vie privée. Ses positions politiques contaminent la réception de ses romans. Son apparence devient un prisme de lecture. Autrement dit, elle expérimente une forme de backlash permanent. Un retour de bâton contre une femme qui sort des normes. Et pourtant, elle disparaît pas. Elle devient pas non plus consensuelle pour apaiser les critiques. Elle continue d'écrire, tranquille, et elle habite cet espace public hostile, sans renoncer à produire. Alors évidemment, George Sand, elle a pas connu les plateaux télé, elle a pas connu les réseaux sociaux, peut-être tant mieux pour elle d'ailleurs, je sais pas. Les supports ont complètement changé et les vitesses de circulation aussi. Mais quand on regarde les mécanismes, les ressorts émotionnels, la manière dont une femme peut cristalliser fascination et rejet, le parallèle est troublant. Autant d'éléments qui, hier comme aujourd'hui, déclenchent des réactions disproportionnées. Ce qui frappe avec le recul, c'est que l'histoire a fini par lisser sa figure. On célèbre la pionnière, la romancière prolifique. En fait, on oublie tout, on oublie les attaques, tout ce qu'on a pu dire sur elle à l'époque, et ça me fait me poser une question, c'est est-ce qu'une bonne autrice, c'est pas une autrice qui est morte? C'est hyper glauque comme question, mais je veux bien votre avis dans les commentaires. J'ai l'impression qu'une fois qu'une autrice décède, en fait, on va la célébrer ou l'oublier, même carrément, et on va mettre un peu de côté les choses. Mais pendant sa vie, elle va quand même s'en prendre plein la gueule. Voilà. Ce qui est troublant quand on replonge dans la vie de George Sand, ce n'est pas seulement ce qu'elle a vécu, c'est à quel point ça nous semble familier. Une femme qui réussit trop, parle trop fort, prend trop de place. Une femme dont on préfère commenter la tenue plutôt que les idées. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a permis de découvrir cette autrice et de faire plein de recherches. Et si je me suis intéressée à elle, c'est grâce à la revue L'Éléphant. Je sais pas si vous connaissez. C'est pas un partenariat, c'est plus un échange de bons procédés. Mais en fait, c'est une revue qui parle de culture de manière générale et qui s'intéresse souvent à des figures littéraires. Donc par exemple, il y a eu un numéro sur Jane Austen, c'est à ce moment-là que l'équipe m'a proposé de me l'envoyer. Il y a eu un numéro sur Shakespeare, on adore, un sur Victor Hugo, et là le dernier c'est sur George Sand. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos si ça peut vous intéresser, c'est hyper complet. Et en fait c'est leur dossier qui m'a permis de m'intéresser au sujet et de me mettre dedans, tout simplement. Donc voilà, vous verrez sûrement d'autres apparitions de l'éléphant dans les prochaines vidéos à venir. Ils m'ont aidé à relire le script, donc c'était très chouette. En attendant, comme d'habitude ma team Jeannot, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, c'est hyper important de me soutenir pour que je puisse continuer à faire mon travail, surtout que là j'ai eu des petits problèmes de santé, donc j'ai des contrats qui ont sauté, voilà, je vais pas vous mentir, c'est un peu la hesse financièrement, donc voilà, n'hésitez pas, j'ai mon Patreon. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!